More Europe, plus d'Europe, considère comme primordial de développer une nouvelle approche européenne des relations extérieures, fondée sur la promotion de ses valeurs communes, sur le dialogue, la reconnaissance du rôle de la société civile. Et à cet égard, les relations culturelles, la coopération, la promotion de la diversité culturelle ont un rôle déterminant à jouer dans la politique étrangère de l'Union européenne pour promouvoir ses valeurs sur le plan mondial. Il y a une immense fascination pour la culture européenne en tant que telle dans le monde et une grande difficulté à faire réaliser concrètement des passerelles entre la réalité de cette fascination et la réalité des demandes concrètes. Pour nous, les humanistes et les athées, la vérité est une question et que c'est ça qui fait l'humus de la culture européenne. Parler de la culture européenne sans tenir compte de la diversité culturelle et de ceux auxquels la culture européenne va s'adresser, c'est-à-dire la diversité mondiale des cultures, ce sera un échec. Il faudrait que la culture européenne se ressaisisse en vis-à-vis de la diversité culturelle du monde, pour que l'Europe devienne fière de sa culture et en même temps attentive à celle des autres. More Europe a pour objectif de projeter une vision de la culture dans le reste du monde et d'essayer de voir comment, dans cet atelier-ci, on peut définir un socle de valeurs et de réflexions communes qui nous permettrait de nous projeter dans le reste du monde. Je pense que l'Europe s'est toujours bâtie par l'interrogation, comme il a été déjà dit tout à l'heure, par la recherche du sens, par le savoir, par la culture. Et je pense que l'Europe peut, par ses grandes capacités culturelles, tenter comme projet à ce que la mondialisation soit aussi une mondialisation du sens, pas uniquement économique. Et il y a une dimension intra-européenne et qui, de mon point de vue, est un atout considérable, une force considérable pour la projection de l'Europe hors de ses frontières, qui est la dimension multiculturelle. C'est une réalité aujourd'hui en Europe. Et je crois que notre devoir, c'est de le promouvoir. Enfin, heureusement, malheureusement, nous sommes, il faut le dire les choses, encore très tributaires d'enjeux nationaux. Et si, je le dis clairement, si nous n'allons pas vers une forme de révolution copernicienne de la représentation européenne hors de ses frontières, nous n'arriverons à rien. Unique, c'est bien, c'est une belle idée, mais c'est très nettement insuffisant. Aujourd'hui, de mon point de vue, Unique, c'est l'addition d'un certain nombre d'acteurs européens. Ça n'est pas la synthèse, puisqu'on parle d'identité européenne, ça n'est pas la synthèse d'une Europe que l'on aimerait promouvoir. On en est, je crois, encore très loin. La singularité de l'Europe aujourd'hui, c'est que c'est le continent, c'est le seul continent, je laisse de côté les États-Unis, dont plusieurs pays continuent de déployer une diplomatie culturelle. Comment? La question est simple. Comment aujourd'hui, comment transcender ces diplomaties nationales? So first, maybe let's do a quick reality check on the creative industries. 5 million people are employed in this field, and the numbers are growing. But, now the big but, this industry are going through some dramatic changes. We know this for the music industry, which was hit first by the digitization. We know it will happen in the film industry. So we have a large process of redevelopment, and even though growth is happening in this field, it is not happening on the large scale, but on the small scale, on the micro scale. So what is the first conclusion? If you are a politician on a local or national basis, it doesn't make sense to wait for Google or some other big companies to come and invest. But the job would be to cultivate our own European, national and local resources to have a growth from the bottom up.
Alors en effet, là, si la question c'est est-ce que la télévision peut contribuer au rayonnement européen, sans doute oui, mais c'est sans doute très difficile. La bonne raison, la première chose à rappeler, c'est qu'il n'y a pas de télévision européenne. Ça n'existe pas. Enfin, il n'y a pas de chaîne de télévision qui, au nom des 27 pays de l'Union, s'exprimerait soit pour l'Europe elle-même, soit pour le monde entier. Il faudra quand même citer des réalités importantes que sont Euronews, par exemple, qui existe, ou Eurosport. Dans la question du sport, ça existe. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que probablement Arte est l'endroit où est un endroit intéressant, puisque c'est là que on peut donner à voir le plus grand nombre de créations culturelles de toute l'Europe. Donc c'est une manière de donner de la visibilité à toutes les initiatives culturelles, moins qu'on ne voudrait, mais quand même ça existe. Donner de la visibilité. Mais deuxièmement, et je le crois tout aussi important, et même peut-être encore plus important, est un centre de coproduction de documentaires et de films européens et mondiaux. Au Festival de Cannes, dont il a déjà été question ici, Arte, partie française et partie allemande, a 25 films dans les sélections du Festival de Cannes. Et ces 25 films, quand on regarde les nationalités qui participent à la coproduction de ces 25 films, on trouve 24 pays. Voilà, donc ça veut dire que c'est vraiment un grand centre d'accueil. Donc c'est peut-être un début de réponse, à la question de la circulation de l'imaginaire, la circulation des films, la circulation des productions audiovisuelles en Europe. L'enjeu de ces relations culturelles extérieures, il est double. Il y a renforcer l'image, la visibilité de l'Europe, promouvoir nos valeurs, promouvoir aussi nos industries culturelles, notre créativité. Et puis il y a une autre dimension qui est aussi celle du renforcement de la coopération internationale, de la cohérence, de la complémentarité avec les actions qui sont menées par les autres pays et tout l'aspect de solidarité, de coopération pour le développement auquel notre politique, notre diplomatie européenne et les diplomaties nationales contribuent. Quels sont les outils dont nous disposons? Très rapidement, on a des textes dans l'Union européenne. Il y a l'agenda européen pour la culture. Bien sûr, le texte fondamental qui nous unit, c'est la Convention de l'UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. On a aussi des programmes financiers, des programmes culturels, des instruments de l'aide extérieure. Et puis on a ce grand programme qui est en train d'être rebâti, Europe Créative, qui reprend les programmes culture, médias et Media Mundus. Et puis on a aussi des enceintes de réflexion. Il y a eu des colloques sur culture et développement organisés par l'Union européenne en 2009-2010. On a également des réunions conjointes entre les directeurs généraux culture dans les ministères des Affaires étrangères et les directeurs généraux affaires extérieures, affaires internationales dans les ministères de la culture, donc pour renforcer cette interaction. Et puis des groupes d'experts des États membres. Finalement, est-ce qu'on est capable de dépasser nos identités, nos égoïsmes nationaux ou nos intérêts pour avoir plus de coopération transnationale? Moi, je dirais, on ne va jamais faire fi de nos intérêts nationaux. Mais notre conviction profonde, et je crois que tous ceux qui sont engagés dans ce combat, je dirais aussi cette mission, c'est de penser que nous serons plus forts ensemble qu'avec l'addition des actions individuelles. Qu'on a un projet commun à définir qui fait partie de notre intérêt national, mais qui nous dépasse et qu'en agissant ensemble, donc, on va plus loin. Just a few years ago, a major study looked at perceptions about the European Union, and basically that survey revealed that there was almost an invisible presence of the European Union in the Asian consciousness. And this despite the fact that the European Union is engaging very actively in terms of trade and development and so on, but the only real perception of the EU was the euro. Perhaps there's been too much emphasis on the economy of Europe and the politics of Europe, and perhaps insufficient awareness of the culture and the social dimension of the EU. Events such as European film festivals, European theatre festivals, European cuisine festivals may be organised with the best of intentions, but actually there's no real strategy behind them at all. One-off projects, and EU initiatives tend to be one-off, are not conducive to sustainability. And conceivably culture could help to
contribute to the European Union's profile and help to demystify its role. There's an issue really here that needs to be looked at as far as the EU's external relations are concerned, and I believe culture can contribute to that. There's a need for the European Union's actions in culture to genuinely reflect the diversity of the population, the ethnic composition of Europe. We have to ensure that the relationships or cultural relations are about dialogue, not monologue. It's not just about telling, it's also about listening, being open to other cultures. I have to say, when I read the mission statement of More Europe, I think, yes, this is exactly what we want. This is exactly where we should be going. And I feel the same thing about UNIC. And then my next thought is, how on earth are we going to do it? And I say that because I work for the British Council. It is really difficult. I don't know how many of you have experience of working in these kinds of organisations, but it is not easy to get cooperation, not only outside organisations, but within your own organisation going. How do we balance national interests, promoting our artists, promoting our culture, and also working beyond our national interests? I think that to work together, we mustn't just wait for a kind of common, lowest common denominator. This is really dangerous. So I say to our local partners, you come to UNIC and tell us what you want. Come to us with an idea. Don't let us develop something on your behalf. This is really, really dangerous. In considering the title of this third panel, the word common might give some people, especially critics, some pause. Common risks the assumption that you're coming to a singular, a mega, Ruth had mentioned a lowest common denominator. And I think that the word common side by side with Europe, they start to conflict with each other, and you're not seeing the richness of Europe when the common is in front of it, that is a weaving together of difference. So I think what we're looking for is the shared objectives, the joint thinking, the strength in intersections, rather than necessarily something that's common. I think we need two things. We need new ways of looking at external relations, so at the same time as we are trying to push and encourage that culture be incorporated in the external relations that the EU is trying to develop, that we need to look at that external relations in a new way, and we have to embed culture into it. It means moving away from culture diplomacy to cultural exchange, and that should underpin the development of joint objective setting. We must be looking, thinking and acting cross-sectorally, and that would be at the level of staffing, ensuring that culture capacities are embedded in the individuals in the external relations, so at staffing, at the projects we do, at the delegations that are formed, at trade missions, whatever external connections are made, that culture is part of that, and we're not limiting our conversation to the specificity of culture alone, because I think then it will be an uphill battle. C'est sûr aussi que UNIC ce n'est pas la panacée, ça dépend de ce que chacun y apporte, et donc c'est le fruit de ce que chacun aura voulu faire en commun, et c'est pour ça que le succès de UNIC, ce sera le succès de ce que chacun voudra mettre dedans. Le succès de UNIC aussi, je pense, ce sera quand les délégations européennes contribuent financièrement aussi au projet. C'est ce qui donne la motivation, c'est ce qui permet le petit plus qui renforce aussi la motivation. Et donc ça c'est vraiment aussi un appel, c'est ce qu'on dit beaucoup à la Commission européenne, mais je crois que c'est très important. The term which I find most favour with is cultural relations. It doesn't seem to me such a loaded term as culture diplomacy. And also, the agendas have moved on, but they haven't moved on everywhere. I think we have to say, if we look at the 27 EU member states, some countries are still very rooted in the traditional thinking of cultural diplomacy. And one of those target audiences has to be young people. Young people don't recognise borders in the same way that they did when I was young. Now, with international tools and new ways of reaching each other, they don't recognise those borders. They look for people who have sympathetic ideas, and I think that's something now that the cultural institutes could really capitalise on. Et puis sur le terrain, bien sûr, nos partenaires et les acteurs avec lesquels on travaille, c'est la société civile, ce sont les jeunes, et c'est là vraiment dans lequel il faut concentrer tous nos efforts et toute notre action. Et je crois que la crise peut être vertueuse dans ces cas-là, parce qu'avec moins d'argent chacun,
on va pouvoir faire quelque chose ensemble.